Merci d'être venu. Donc, je vais commencer par deux petites annonces. Donc, tout d'abord, depuis jeudi dernier, il est possible de demander en ligne un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Donc, si vous n'avez pas encore signé, vous pouvez le faire. Et donc, tout est expliqué en ligne, il y a des tutoriels pour savoir comment signer pour obtenir ce référendum. Et ensuite, la deuxième annonce, c'est un mot de soutien à toutes les professions en lutte, donc les urgentistes aujourd'hui qui sont en grève, les enseignants aussi qui sont en grève du baccalauréat, et toutes les luttes qui sont en cours. Donc la soirée de ce soir est organisée par le collectif des citoyens souverains. Donc le collectif des citoyens souverains, c'est une association qui défend une sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, un Brexit de gauche, c'est-à-dire sur des bases écologiques, sociales, féministes, antiracistes et démocratiques. Donc on a une petite table ici, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions à la fin de la conférence. Donc nous avons le plaisir et l'honneur ce soir de recevoir tout d'abord Yazid Arifi, membre du collectif des citoyens souverains, qui a écrit il y a quelques semaines une tribune, un manifeste pour la dissolution de l'Union européenne et le boycott des élections européennes, qui a été un peu le point de départ de la conférence de ce soir. Donc Yazid a écrit ce texte, elle est soumise à plusieurs personnes pour avoir des retours, et les deux personnalités principales qui ont fait les retours sont François Bégodeau, ici présent, et Jules Bernard. Et donc l'idée qu'on avait eue, c'était de prolonger la réflexion autour de ce texte. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, Yazid va vous le présenter brièvement, et d'avoir justement les retours, avec la question centrale qu'on veut poser, c'est comment vaincre l'Union européenne, ces traités européens qui nous privent de notre souveraineté, et comment vaincre derrière ce système économique, le capitalisme, et cette bourgeoisie qui nous impose les politiques austéritaires, anti-écologiques, antidémocratiques que nous subissons depuis des décennies. Donc nous recevons également, nous avons le plaisir de recevoir Julie Bernard, qui est enseignante, metteuse en scène, et responsable du site Hors Série. Et François Bégodeau, qui est écrivain et l'auteur de l'Histoire de ta bêtise. Et donc je donne la parole à Yazid. C'était court. En fait, du coup, juste pour vous resituer un peu le contexte de cette conférence, on ne s'appelle des conférenciers professionnels. Donc on a pris une partie d'un prix qui va ressembler un peu à un échange entre amis, là, qui va durer à peu près 1 heure, où on va se dire des choses sur l'Union européenne, sur la démocratie, sur comment tout ça fonctionne. Et après, l'idée c'est qu'on puisse échanger avec vous pendant au moins 1h30, 2 heures, sur la base de ce qui se sera dit à cette table. Donc on va essayer d'avoir le propos le plus... alors je ne sais pas ce qu'on pense, l'idée c'est d'avoir un propos qui soit aussi stimulant, provoquant et piquant que possible pour susciter les questionnements, et puis qu'on puisse également aller, parce que du coup je ne sais pas trop qui dans cette salle se reconnaîtrait dans la catégorie de bourgeois ou pas, mais je pense qu'il y a un sens qui parle de chacun d'entre nous, et du coup l'idée c'est justement d'aller questionner cette appartenance en profondeur et voir ce qu'on peut en tirer. Et si on a pu faire avancer un peu la réflexion individuelle et collective au terme de ces 2h30 de discussion, ce ne sera pas de temps perdu. Alors du coup, juste pour lancer l'échange de manière totalement détendue, le point de départ de cette conférence, comme l'a dit Ramzi, ça a été effectivement une idée qu'on a eue dans le collectif, que j'ai portée, je ne vais pas cocher derrière la petite voix, que j'ai porté de rédiger un appel au boycott de l'élection européenne qui a eu lieu le 26 mai. Le point de départ de cet appel, c'est effectivement l'orientation qui a été retenue par ce collectif, le collectif des citoyens souverains, qui se construit essentiellement, évidemment, autour de la question de la démocratie et de la souveraineté populaire, et donc, dans le cadre français du XXIe siècle, autour de l'opposition radicale à la construction européenne. Et cette élection, comme toutes les élections européennes qui ont précédé, qui ont commencé dans les années 70, nous a consternés par le degré le manque de radicalité du propos qui était tenu, en tout cas par les gens qui étaient dans des familles politiques. Alors sans citer d'organisations particulières, grosso modo, pour voyez de quoi on parle, toutes les organisations dites de gauche, plus ou moins radicales, ont tenu un discours qui, dans notre politique, nous a semblé dramatiquement
finalement, dramatiquement sociaux-démocrates et conservateurs. Et ça manquait cruellement de tranchant. Du coup, l'idée, c'était vraiment de vous rappeler au bon souvenir typiquement de l'élection présidentielle de 2017, à l'époque de laquelle, du coup, la France Insoumise, qui a beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, beaucoup d'entre nous incarnaient nos convictions et nos envies pour ce pays, avait du coup calé une politique, enfin une stratégie sur la question européenne, qui avait le mérite de poser sur la table la possibilité d'une sortie de cette union, dont nous percevons qu'elle est un frein évident à l'expression de la souveraineté du peuple. Et donc face à ce souffle qui retombe là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on avait envie d'écrire un texte dont l'objet était de susciter la réflexion, la contestation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur la page de François quand elle a publié l'appel, en disant que certes, ils étaient d'accord avec les arguments qui avancés, mais que quand même, ils allaient aller voter, ils iraient voter pour montrer leur désaccord avec la politique menée par Macron. On a vu ce que ça a donné. Et donc, pour situer l'argumentaire qui a été délivré, il est finalement assez simple. C'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, qui continuent en fait à gauche, à être travaillés en profondeur par cette idée qu'on peut faire une Europe autrement. Alors, ils voient le problème que pose toute la rhétorique de l'Europe sociale telle qu'elle est portée par le PS, d'ailleurs même par des forces de droite. Les forces de droite, je suis même en Italie, j'ai été invité par la campagne européenne. Il y a plein de gens qui se gargarisent à longueur de temps de cette idée qu'on peut faire l'Europe autrement, une Europe plus sociale, une Europe plus juste. Alors à droite, ça va être une Europe plus ferme à l'égard des migrants, ce grand danger, bref. Et du coup, en fait, malheureusement, un certain nombre de gens dans notre famille n'en arrivent pas encore à cet état de fait qui est qu'une autre Europe n'est strictement pas possible en fait. Compte tenu de la manière dont sont construits les traités, mais aussi compte tenu de l'ADN de cette union. ADN, qui remonte grosso modo, sans vouloir remonter trop loin dans l'histoire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au plan Marshall, donc, que tu évoques sur 5 ans dans ton livre, François, et du coup à une organisation, une stratégie qui ont été menées par des hommes déjà blancs, exclusivement de droite, et qui étaient porteurs d'un projet politique qui était tout sauf démocratique. D'ailleurs, qui s'est affranchi, enfin qui a très bien vécu son parlement pendant plus de 25 ans, et qui, du coup, maintenant, depuis 1979, nous sert une élection à la valeur tout à fait anecdotique, compte tenu du pouvoir réel des députés européens, en nous faisant miroiter la possibilité qu'un jour l'Europe puisse changer, sachant que, vous savez très bien, le changement des traités qui est défendu notamment par la France Insoumise, dont je suis caché, le fameux changement des traités est, sans entrer dans les détails, soumis à la unanimité du Conseil des ministres et de la ratification par les parlements nationaux, ce qui empêche, ce qui rend en tout cas très 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 improbable toute évolution, en tout cas dans le bon sens, de ces 10 traités. Et donc on voulait aller un peu titiller les convictions prétendument internationalistes des gens dans notre entourage, qui continuent quand même à s'attacher à cette relique en fait européenne, et il est tout à fait finalement révélateur et symptomatique de l'état de cette époque, que l'essentiel des retours qu'on a eus, François, aient été des retours, alors certes sensibles à notre analyse, mais qui en tout cas ne percevaient pas forcément le problème radical, le problème de fond que pose cette union. Alors à cet égard, du coup, je pense qu'il y a quelque chose à interroger autour du récit du réel qui nous est conté à l'école, mais aussi pas à l'école. Je sais qu'on va se retrouver sur plein de sujets autour de l'école ce soir, c'est pas le thème principal. En tout cas, il est certain qu'il y a un certain récit, il y a une certaine idée de la façon dont fonctionne cette société qui nous est vendue en gros depuis la fin de la guerre, quelque part. Et l'Union européenne joue le rôle de pilier dans ce récit qui nous est conté par la bourgeoisie et le bloc bourgeois depuis 70 ans. Et je voulais explorer avec vous les ressorts de ce récit. Pourquoi est-ce qu'il tient autant? Pourquoi est-ce qu'il est aussi peu questionné? Et comment est-ce qu'on peut réussir à en sortir? Alors, on va commencer par la première question. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on est autant attaché à l'Europe après 70 ans de casse sociale, d'attachement à l'OTAN, d'atlantisme, de répression des migrants comment ça se fait que l'Europe tienne encore en fait, sur ses deux pieds? Pourquoi est-ce qu'on ne se révolte pas contre elle? D'accord.
Alors, merci pour cette invitation, bonsoir à tous. La manière dont tu avais formulé la question, Yazid, au moment où tu nous avais contacté, c'était mettre en avant la thématique de la bourgeoisie. Hein. C'était pourquoi et comment la bourgeoisie a fait de la construction de l'Union européenne son fétiche. Et je pense que c'est très important, effectivement, d'articuler la réflexion sur l'Europe à une réflexion sur la bourgeoisie, ce que tu as appelé le bloc bourgeois. Même si je pense qu'il faut peut-être opérer une petite scission à l'intérieur du bloc bourgeois, s'agissant de l'Union européenne et de plein d'autres aspects, des structures économiques et politiques dans lesquelles nous évoluons. Scission dans le bloc bourgeois parce que je pense qu'il y a deux bourgeoisies à distinguer qui ont participé à l'élaboration et au ciment qui fait tenir l'Union européenne. Il y a la bourgeoisie du capital, celle qui est détentrice des moyens de production et de très forte concentration de capitaux, qui possède l'appareil industriel, qui est en position de faire des investissements, donc j'appelle ça la bourgeoisie du capital. Et elle a joué un rôle absolument décisif, fondateur bien sûr, dans l'avènement de l'Union européenne et sa persistance. Comment ? Ce sont les pères de l'Europe, absolument. Ce sont les concepteurs de l'Europe, la bourgeoisie du capital. Et puis après, il y a ce qu'on pourrait appeler, mais c'est sans doute pas une bonne qualification, la bourgeoisie libérale. Peut-être ce que tu as appelé, enfin les SOSDEM, ce qu'on appelle les SOSDEM. Hein. La bourgeoisie libérale ne dispose pas nécessairement de capitaux considérables. Hein. En fait, elle dispose d'un capital symbolique, culturel. C'est les classes supérieures, très diplômées, qui souvent votent à gauche. Hein. Gauche. Vote PS, par exemple. Donc cette bourgeoisie libérale, peut-être qu'on aura une meilleure qualification à proposer, François, parce que je pense que tu as fait un travail plus fin sur la bourgeoisie que moi. Cette bourgeoisie, bien sûr, elle a contribué à cimenter l'Union européenne, alors qu'en fait, cette Union européenne n'était pas profondément avantageuse pour cette bourgeoisie libérale. L'Union européenne est très avantageuse pour la bourgeoisie du capital, qui représente un tout petit nombre, en fait, hein, une toute petite fraction de la société. Mais elle est soutenue donc par la bourgeoisie libérale, qui produit en fait cette bourgeoisie libérale, celle qui détient le capital culturel, les classes supérieures, diplômées. Cette bourgeoisie libérale produit la doxa, en fait, l'opinion commune, majoritaire, qui valide l'idée européenne, qui reconduit l'adhésion à l'Europe sur la base de deux récits très structurants, qui est l'Europe c'est la paix, et l'Europe, c'est la démocratie. Hein, c'est ça qui se dit dans les classes diplômées, c'est ça qui se dit dans le bourgeois qui est en nous, puisque tout à l'heure tu as proposé, Ramzik, de dire qu'il y a du bourgeois en chacun de nous. Soyons honnêtes, il y a du bourgeois peut-être en chacun de nous. Moi, je l'avoue, en 2005, j'ai voté oui. Et je crois aussi. Oh non! Mais que c'est pas vrai que se faisait un défenseur assez rigoureux de l'option 10. Donc j'ai merdé comme tout mon entourage de l'époque, donc ces classes diplômées, hein, au nom de l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la démocratie. Alors j'avais quand même beaucoup hésité dans la salle des profs de mon lycée du 93. Il y avait des grands débats très houleux pour savoir s'il fallait voter oui ou non. Puis finalement j'avais été emmenée par les arguments de celui qui défendait le oui, tout simplement parce que c'était un bon rhéteur, quoi, qui m'avait bien vendu que l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la démocratie. Alors ces deux récits-là sont évidemment de grosses arnaques. L'Europe, c'est pas la paix. François développera ce point, si je me souviens bien. Évidemment, dans la génération de mes parents, ils ont 77 ans aujourd'hui, mais qui sont nés à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, ça représente pour eux la possibilité, soi-disant, de ne plus jamais vivre la guerre sur le sol européen. Hein, donc pour cette bourgeoisie-là libérale, celle qui est née en 44, 45, 46, c'était évident qu'il fallait de l'Europe pour éviter de nouveaux conflits fratricides sur le sol européen. Et puis il y a l'autre récit qui est l'Europe, c'est la démocratie. Alors ça, c'est notamment, je pense, par contraste avec le bloc soviétique qui, pendant un certain nombre de décennies, a représenté une sorte de pôle très, très fascinant,
qui était censé être l'alternative communiste et qui représentait le totalitarisme. Et donc, dans la bourgeoisie libérale, le totalitarisme, dans les années 80, c'est devenu le repoussoir absolu. Et donc, c'est le mal, évidemment, le totalitarisme, c'est le mal, mais du coup, c'était confondu avec toute alternative de gauche, c'est le totalitarisme, c'est le mal, et donc l'Europe, elle nous protège, on n'est pas comme l'Union soviétique, en Europe, ce qu'on va construire, c'est vraiment la démocratie. Donc, double récit dans la bourgeoisie libérale, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la démocratie. Cette bourgeoisie libérale, en fait, s'est faite l'idiot utile de la bourgeoisie du capital, hein, en produisant la doxa, l'imaginaire qui allait faire aimer cette Union européenne. Idiot utile parce que, par exemple, la génération de mes parents ont enfanté toute une génération qui n'a eu qu'à souffrir, en fait, de cette Union européenne, qui se confronte à l'austérité, le chômage, la dégradation des conditions d'existence, la destruction des services publics. Donc, voilà, les parents chéris qui ont si fort voulu de cette Union européenne, en tant que bourgeoisie libérale, en réalité, ils ont livré la génération d'après, la nôtre, et puis toutes celles qui suivent, à une dégradation des conditions d'existence, notamment du fait de l'Union européenne, tout à fait spectaculaire. Donc je dis que la bourgeoisie libérale s'est faite l'idiote utile du projet européen qui était en réalité conçu par la bourgeoisie du capital. En fait, le projet européen, c'est un projet qu'on peut relier à la doctrine ordolibérale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ordolibéralisme. Dans ordolibéralisme, il y a libéralisme, bien sûr, l'idée qu'il faut du libre-échange, de la libre concurrence. C'est la concurrence qui est la vertu cardinale de cette conception évidemment très droitière de l'économie et des sociétés. Dans ordolibéralisme, il y a ordo aussi, parce qu'il y a l'idée que c'est l'État qui est l'ordonnateur de ce libre marché, de l'organisation de la concurrence. Ordonnateur, ça ne veut pas dire qu'il va se faire l'arbitre équitable. Ordonnateur, ça veut dire qu'il va inscrire un certain nombre de règles, celles qui garantissent le libre-échange et la concurrence libre et non faussée. Il va inscrire ces règles dans une sorte d'espace sanctuarisé où la délibération démocratique est impossible. Il faut mettre ces règles à l'abri des différents mouvements d'opinion qui peuvent s'emparer des sociétés quand elles se mettent un peu trop en colère parce que leurs conditions de travail sont très dégradées. Il ne faut pas que les gens puissent se prononcer sur ces règles-là. Donc on les sanctuarise. On les inscrit dans des traités sur lesquels le peuple n'aura jamais à se prononcer. On les met dans des endroits où l'opinion ne peut pas venir ni juger, ni délibérer, ni arbitrer, ni bien sûr voter. Ça, c'est le concept, ça naît dans les années 30, l'ordolibéralisme en Allemagne. C'est bien sûr du côté du capital allemand que cette doctrine se forme. Ensuite, une fois qu'on a le concept, qui est impliqué directement dans la construction de l'Union européenne. Les pères fondateurs de l'Europe sont, pour certains, des concepteurs, des théoriciens de l'ordolibéralisme. Hein. Donc c'est une relation vraiment c'est organique. L'Europe est conçue pour soustraire à la délibération démocratique les règles de la libre concurrence, du libre marché. Ensuite, il fallait une armature institutionnelle. Alors, elle s'appelle, soi-disant, l'économie sociale de marché. Hein, la manière dont c'est organisé l'Union européenne, ça s'appelle l'économie sociale de marché. C'est écrit comme ça dans le traité de Lisbonne. Là aussi, grosse arnaque sur les mots. Hein. L'économie sociale de marché n'a de social que le fait d'être politiquement organisé par les classes au pouvoir. Hein, c'est l'État qui organise ça. Mais en réalité, c'est pas du tout social au sens de justice sociale. Bien sûr, le principe qui continue d'organiser tous les rapports économiques, c'est la concurrence érigée en vertu cardinale de ce modèle. Donc la bourgeoisie du capital a produit la doctrine, a produit les armatures institutionnelles, a verrouillé le système en faisant en sorte que les réquisites principaux de leur modèle économique soient complètement à l'abri des différentes majorités qui allaient se succéder. Il faut bien savoir qu'on se méfiait beaucoup des masses quand on a inventé l'ordolibéralisme dans les années 30. C'est la première moitié du XXe siècle et c'est un moment où il y a énormément de soulèvements populaires, de revendications ouvrières, des mobilisations de masse. Le peuple fait beaucoup parler de lui, il prend la rue, proteste, revendique, et le capital sent que le système politico-juridique qui assure sa prospérité est en péril. Parce que les travailleurs renaclent. Et donc, c'est vraiment pour empêcher que ces masses mobilisées puissent intervenir sur le cours
des affaires qu'on a organisé les institutions européennes sous la forme vraiment d'une sanctuarisation des règles principales garantissant la prospérité du capital dans un espace où personne ne pourrait intervenir. Par exemple, le fait que la BCE doive impérativement lutter contre l'inflation. Vous savez, ça fait partie des règles écrites dans le marbre. La BCE, Banque Centrale Européenne, a pour objectif prioritaire de lutter contre l'inflation. Et pourquoi ? Pourquoi ce serait un problème, l'inflation ? Une inflation raisonnable. Là, je ne parle pas de l'hyperinflation qu'il y a eu en Allemagne en 2023, qui n'était pas liée à une inflation massive. C'est un autre point. L'inflation ordinaire, à qui nuit-elle? Au capital, bien sûr, aux détenteurs de capitaux, qui voient leur stock de monnaie perdre en valeur sous l'effet de l'inflation. Donc en fait, l'inflation contre laquelle toute l'Europe se bagarre constamment n'est un problème que pour le capital. Et donc, au nom de la lutte contre l'inflation, c'est-à-dire au nom des petits soucis des capitalistes qui ne veulent pas voir leur stock de monnaie perdre en valeur, on va étrangler tous les peuples européens. On va faire des politiques d'austérité pour que surtout, il n'y ait jamais d'inflation. Comme ça, la petite classe, la bourgeoisie du capital continue d'être prospère, tandis que les travailleurs suivent 100 € pour assurer cette rente au capital. C'est pas mal pour un premier. Je m'arrête là, sinon on Alors, en revenant sur ce que vient de ce que j'ai dit avant, François, question très simple. Qu'est-ce qui fait la force spécifique du récit européen, européiste? Qu'est-ce qui fait sa force en fait, par rapport à d'autres récits qui ont vu du jour, souvent, etc. Pourquoi celui-là continue à tenir? Moi, je vais repasser un petit peu par les zones par lesquelles Julie vient de passer en apportant non pas des nuances, mais des compléments. Je pense que le fait sur l'Union européenne est le suivant. Je crois qu'à peu près une grande partie de la population est tout à fait dubitative sur ce qu'est devenu l'Union européenne. Or, ça tient. Bon. Pour qu'une institution tienne, il faut qu'il y ait une adhésion. Alors, est-ce que ça doit être l'adhésion du plus grand nombre? Peut-être pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une adhésion qui soit qualitativement puissante. Et donc, ça revient à bien centrer le fait que ce qui fait tenir l'Union européenne envers et contre tout, envers le constat majoritaire que vraiment il y aurait à redire, c'est effectivement l'adhésion de ce que Judith vient d'appeler, à la suite d'autres, le bloc bourgeois. Ça, je pense qu'on ne peut pas ne pas repasser par là. Donc je vais y repasser aussi à mon tour. J'adhère assez bien à la différence entre bourgeoisie du capital et bourgeoisie libérale. J'aurais quand même un peu envie de les réunir, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Parce qu'évidemment, il y a des nuances, quoi. Tout le monde n'est pas Bernard Arnault. Bon, alors, par exemple, il y aurait Bernard Arnault, qui serait le capital, et puis il y aurait le chirurgien de Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, alors, le chirurgien de Bordeaux serait plutôt le libéral, comme tu viens d'entendre, et Bernard Arnault serait le capital. Bon, alors, je crois qu'il y a quand même un moment, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'était de rappeler que ce qui constitue ce qu'on pourrait appeler pénantesquement l'idiosyncrasie de la bourgeoisie, on va dire son tempérament, son ADN, on dirait maintenant. L'ADN de la bourgeoisie, c'est quand même encore son passif marchand, son passif commerçant. Qu'est-ce que c'est que le bourgeois au début, dans son avènement en Europe, on va autour à la fin du Moyen-Âge, autour du 15e, 16e, 17e, avant sa prise de pouvoir au 18e, c'est une classe de marchands. Hein, ceux qui possèdent quelques bourgs, et dans les bourgs, d'où le nom de bourgeois, et ils n'habitent pas sur les terres, ils n'habitent pas dans le pourtour des villes, où s'affrontent, en tout cas, ou alors s'affrontent, cohabitent plus ou moins les seigneurs qui possèdent des biens immobiliers, alors que le bourgeois, lui, possède des biens mobiliers. Donc c'est un marchand, c'est un commerçant. Et je crois que fondamentalement, cet invariant est un invariant. C'est-à-dire que même concernant des bourgeois que tu appelles libéral, mais qui n'auraient pas un rapport direct aux marchands, et à ce tropisme commerçant que j'essaie de... Je crois que fondamentalement, c'est une classe qui pense encore commerçant. Alors, sous quel biais? Parce que tu as dit qu'effectivement, la bourgeoisie libérale n'a pas forcément de capital culturel, symbolique, etc. Elle a quand même un peu de capital.
tu dis évidemment, ils ont peur de l'inflation, puisque l'inflation fait peur aux rentiers, fait peur à ceux qui détiennent du capital. Mais le chirurgien de Bordeaux, il a quand même un peu d'argent qu'il a placé à la banque, il a fait un certain nombre d'investissements, et lui n'a pas du tout intérêt à l'inflation non plus. Hein. Donc tu l'as un peu dit, hein, je ne fais que le redire. Par ailleurs, tout chirurgien qu'il est, bon, il est dans la valorisation marchande de son travail. Hein, il est pris lui-même dans un système marchand et dans des faits liés à la médecine libérale, hein, on peut supposer qu'il opère. C'est pas dire à deux titres, au deux sens du terme. Donc il est pris dans je ne connais pas de gens qui seraient issus de cette classe-là, qu'elles soient libérales ou capitales, qui ne soient pas pris dans des stratégies de valorisation marchande, que ce soit de eux-mêmes en tant que force de travail, ou voilà, mais aussi en tant que possédant des biens. Possédant des biens, alors ils possèdent peut-être pas forcément des unités de production ou des boutiques, auquel cas ils ne seraient des commerçants qu'en deuxième manche, mais ils possèdent. Moi, je pense que ce que tu appelles la bourgeoisie libérale, il faut bien. Moi, je crois que ce qui fait surtout son ciment, c'est que c'est une classe de propriétaires. C'est des gens qui ont des biens. Et ces biens, ils veulent les défendre, absolument. Donc, je pense, et par ailleurs, ils les font souvent fructifier. Hein, parce que sinon, ils ne savaient pas les bourgeois. Si posséder son propre bien qu'on occupe, bon, là, c'est un bourgeois, quelqu'un qui n'aurait qu'une maison et qui s'en pourrait occupé. En général, on voit bien, par exemple, c'est le cas de mon père, qui est un retraité de l'éducation nationale, mais qui a accumulé un peu de patrimoine, puisque ayant principal de collègue, il a accumulé un peu de patrimoine, il fait partie des Grandes Glorieuses, où quand même à ce moment-là, les fonctionnaires étaient un peu payés. Bon, bah, même lui, j'ai envie de dire, qui est quand même pas quelqu'un de la haute, eh bien, il a sa maison, il partage avec sa compagne, et puis un bien immobilier, il touche le bail tous les mois depuis une dizaine d'années. Il a fait le compte le jour, et ça finit par faire une somme. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce qui fait le corps même le bloc bourgeois, sans distinction cette fois entre le capital et le libéral, c'est cet état d'esprit marchand, cet état d'esprit toujours porté à essayer de valoriser les biens et à établir des valorisations marchandes. J'en viens maintenant à l'Europe spécifiquement. À cette fois-là, ce que je m'amusais à faire dans mon livre, c'était de ramener un certain nombre de faits idéologiques émis par la bourgeoisie ou de production idéologique de la bourgeoisie, c'est-à-dire un certain nombre de fables de la bourgeoisie, qui nous a notamment beaucoup servi pendant l'élection présidentielle dernière, au moment où le bloc bourgeois s'est donné Macron comme héros. Donc je passais en revue un certain nombre de ce qu'on pourrait faire vraiment de façon très cuite des idéologèmes, c'est-à-dire des productions idéologiques. Bon, alors, pour les ramener à un tropisme marchand, hein, c'est les opérations que je fais dans mon livre, y compris les choses qui pourrait paraître très découplé de cet esprit marchand. Je prends un exemple. La bourgeoisie macronienne, la bourgeoisie que j'appelle bourgeoisie cool, qui s'est elle-même autoproclamée progressiste, et qu'on pourrait dire une bourgeoisie du centre-droit, du centre-gauche, enfin, etc. Donc on voit bien qu'il y avait de moins en moins de centre-droit, d'ailleurs elle est absolument droitière, mais à l'époque, disons, il y avait un flou artistique. Elle s'est piquée de, par exemple, elle déteste elle aime bien s'en prendre aux réactionnaires, elle aime bien s'en prendre à Zemmour. Voilà, on va prendre cette enveloppe pour dire, ah là là, il dit toujours c'était mieux avant. Cette bourgeoisie-là déteste l'énoncé, c'était mieux avant. Auquel cas, elle va dire, pas du tout, il ne faut pas dire ça, il faut être... alors on pourrait dire, ça en fait une bourgeoisie plutôt sympatoche, quoi, elle n'est pas dans un discours, disons, réactionnaire, passéiste, comme, parce qu'effectivement, un certain nombre de réactionnaires nous le servent depuis bien des années, depuis bien des siècles aussi, en fait, depuis bien des années. Oui, sauf qu'en fait, c'est évidemment le commerçant qui s'exprime là-dedans. Parce que pour un commerçant, le produit d'avant n'est jamais mieux que le produit d'après. Voilà. C'est ça que veut vous dire un bourgeois quand il dit que c'était pas mieux avant. Hein, c'était que si le bourgeois qui a le commerçant en lui veut vendre un frigidaire, il faut qu'il convainque absolument le consommateur que ce nouveau frigidaire version 2019 est meilleur que le frigidaire version 2018. C'est ça qui lui fait dire que c'était mieux avant, c'est pas autre chose. Alors évidemment, on peut prendre l'exemple du progressisme, dont je disais aussi dans mon livre que le progressisme macronien se limite strictement à l'idée que l'iPhone 8 est un progrès par rapport à l'iPhone 7. C'est rien d'autre que ça. Donc on peut vraiment ramener ça. Alors, par rapport à une des dichotomies que nous ont servi les macroniens pendant cette présidentielle, et une des fables idéologiques, il y avait cette idée, cette espèce de théâtre qu'ils avaient constitué entre l'ouvert et le fermé. Hein. Alors, il y avait des gens ouverts et des gens fermés. Alors, les fermés, c'était les populistes de deux genres, parce qu'à ce moment-là, ils ont inventé le populisme au pluriel, donc ils embrassaient évidemment à la fois Mélenchon et Marine Le Pen.
Alors voilà, tous ces gens étaient fermés, notamment parce qu'ils étaient fermés à l'Europe, enfin, etc. Enfin, une espèce de flou comme ça qui se crée. Et les macroniens, eux, étaient ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire ouvert? Évidemment, tout ça ne veut rien dire. C'est une espèce de mot en caoutchouc qui n'a aucun sens, qui est une pure incantation idéologique, mais qu'on peut aussi rapporter à un tropisme commerçant, puisque le commerçant est toujours pour absolument ouvrir des marchés. Ça, c'est vraiment ce qui le constitue. Le commerçant cherche toujours à ouvrir des marchés. Quand un macronien ou un bourgeois libéral ou de capital vous parle d'ouverture, il ne parle de rien d'autre que d'ouvrir des marchés. Il peut se prévaloir qu'au passage, il est question d'un peu d'ouverture d'esprit. Bon, on voit bien que ce n'est pas exactement l'ouverture d'esprit des bourgeois qui me frappe en général, et c'est sûrement pas leur ouverture d'esprit qui nous a frappé ces 6 derniers mois, notamment. Hein. Donc on voit bien que tout ça est une fable. Et donc dans l'ouvert, il faut entendre que l'ouverture de marché. Arrive l'Europe dans l'histoire de la bourgeoisie, construite par elle-même, comme l'a très bien rappelé, construite par les chrétiens démocrates, hein, ils se sont appelés comme ça à l'époque, certaines versions effectivement de l'ordolibéralisme, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Bon. L'Europe prétend quoi? Prétend ouvrir un marché commun, c'est-à-dire étendre le marché. Ça. Étendre le marché est une passion bourgeoise et une passion commerçante absolument indécrottable. Un commerçant veut toujours, un commerçant est fondamentalement croissant. Il n'y a pas de commerçant décroissant. Ça n'existe pas. Un commerçant décroissant n'est plus un commerçant. C'est un commerçant démissionnaire. Il va finir sur une ZAD. Il n'a pas fini. Donc, arrive ce marché. Pour ouvrir des marchés, il y a deux façons. On ouvre des marchés intérieurs ou on ouvre des marchés extérieurs. Par exemple, les colonies peuvent évidemment se lire. Le grand moment colonial français, par exemple, sous la Troisième République et sous la tutelle de Jules Ferry, répond à une crise qui était une crise de la surproduction à l'époque. Il n'y avait plus assez de demandes, il fallait ouvrir d'autres marchés, donc là, étendre des territoires, etc. Donc on voit bien qu'il y a une pente comme ça expansionniste du capitalisme et de l'esprit marchand en tant que tel. Alors, comment voudriez-vous, partant de là, moi je fais un peu de psychosociologie là en fait, hein. J'essaie d'analyser pourquoi la bourgeoisie, envers et contre tout, et effectivement, comme l'a très bien rappelé Judith, envers et contre parfois ses intérêts immédiats, est en pamoison, et définitivement en pamoison, devant l'idée même d'un marché qui s'étendrait. L'Union européenne a été une espèce d'extension du marché. Au titre de quoi la bourgeoisie ne peut qu'adhérer, et adhérera toujours, et adhérera jusqu'à la fin de l'Union européenne, envers et contre ses intérêts. Même si je pense que quand même, et là je crois que c'est quand même de l'intérêt, il faudrait qu'on discute un petit peu si vraiment, qui ça a vraiment desservi l'Europe, hein. Comme tu disais, Judith, je crois quand même que les propriétaires, les rentiers, les gens qui possèdent, ont tous gagné de l'Europe. Et ceux qui ont perdu seraient plutôt ceux qui ne sont pas propriétaires, évidemment les classes populaires, les gens qui seraient plutôt, disons, dans la constellation de la fonction publique. Ça, c'est vrai que ces gens-là n'ont pas été avantagés. J'ajouterai une dernière chose pour je vais dire une banalité, mais je crois que c'est quand même un peu le cœur de l'adhésion de la bourgeoisie française, notamment, spécifiquement de la bourgeoisie française à l'Union européenne. Évidemment, toutes les bourgeoisies du monde et tous les capitalistes du monde ont vu, en tout cas d'Europe, on va dire, ont vu dans la construction européenne une façon de contourner ce qui est le grand obstacle à l'ouverture de nouveaux marchés, à savoir les États, les législations nationales. Hein, je veux dire, on connaît bien la stratégie des capitalistes en général. Ils veulent absolument faire passer dans le marché des domaines qui n'y sont pas encore. Alors, et on sait bien comment ils font. En général, ils s'arrangent pour commencer par paupériser ces domaines-là. Ça se passe avec l'école, ça se passe avec l'hôpital. Et puis après, ils montrent du doigt le mauvais élève, le mauvais gestionnaire. Regardez comme l'hôpital est mal géré. Ah, décidément, ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux contribuables, ça coûte cher au public, donc on va le faire passer dans le privé. C'est vraiment, donc, ça permet d'ouvrir des marchés. Et c'était d'autant plus, si vous voulez, intéressant pour la bourgeoisie française de contourner la législation nationale française, qu'on sait bien que cette législation, elle est quand même relativement encore maintenant indexée à un certain modèle social qui s'est conquis de haute lutte par des mouvements d'émancipation, des mouvements ouvriers, des mouvements populaires, par exemple dans la période que disait Judith, mais pas seulement. Évidemment, la bourgeoisie française est d'autant plus impatiente de voir se déliter ce modèle social qui est quand même encore maintenant un peu administré par l'État. Donc là-dessus, de s'aligner sur le capitalisme rénan ou l'ordolibéralisme d'inspiration allemande est évidemment une façon pour la bourgeoisie française de définitivement en finir avec le modèle social. C'est pour ça que je dirais quand même que la bourgeoisie du capital, évidemment, mais même la bourgeoisie que tu appelles libérale et que j'appellerais quand même d'inspiration marchande malgré tout,
ils ont eu, je pense qu'ils ont très largement profité de la construction européenne et de l'Union européenne. Je m'arrête là pour l'instant. Parce que là, sur la question commerçante. Et non, moi je continue quand même de me poser la question. J'ai du mal à épouser complètement ta proposition de concept de la bourgeoisie marchande, parce que je pense notamment à la fonction publique. Tu vois, parmi les universitaires, par exemple, c'est incroyable le taux de macronisme, si l'on peut dire. Ici, on n'est pas exactement dans une bourgeoisie propriétaire. En général, ce sont des gens qui éventuellement sont en cours d'acquisition et lourdement endettés pour acquérir un bien immobilier pour se loger, simplement se loger. Donc, j'ai du mal à fondre tout ce bloc bourgeois dans l'hypothèse évidemment séduisante du tropisme marchand. Je trouve qu'il y a un certain nombre de catégories sociales qui sont aujourd'hui massives, je veux dire très déterminantes dans la production de la doxa, qui, à mon avis, ne rentrent pas très bien dans cette catégorie qu'il faudrait sans doute augmenter. Tu vois, je pense qu'il y a un autre tropisme à rechercher, notamment autour de la peur de l'inconnu, tu sais. Oui. Quand on en a discuté avant, tu parlais de ça. Et je pense qu'il faut creuser un sillon dans cette direction-là. C'est que l'Europe, c'est ce qu'on a là maintenant. C'est génial parce qu'en fait, ça fait tellement peur d'imaginer autre chose, le saut dans l'inconnu. C'est évidemment toujours une espèce de peur panique qui étreint ceux qui ont réussi après à créer des conditions d'existence matérielle décentes. Ceux-là ont tellement peur de l'inconnu que l'Europe, c'est formidable juste parce que c'est le monde connu. Juste ça. Et parce qu'ils ont des choses à perdre. Tu as quand même autant plus peur de l'inconnu que le connu, clairement, relativement. On reviendrait quand même à l'idée que ces gens-là sont quand même dans un certain état de confort. Oui, tout à fait. Il y a une part de confort matériel, c'est indiscutable. Et c'est ça qui les fait tenir comme ça, s'agripper. Tu posais la question pourquoi ça tient si fort alors que ça nous dessert si fort. Il faut évidemment évoquer la question des médias quand même, parce que je parlais de la production de la doxa, donc évidemment les classes diplômées sont en position de produire de la doxa, mais ce sont les médias prioritairement qui relaient et massifient cette doxa. Bon, je n'insiste pas sur le fait que 90% des médias privés sont dans les mains de quelques très gros détenteurs de capitaux. Donc là, évidemment, les médias privés roulent pour le capital. C'est un fait de structure économique et on ne va pas le leur reprocher, que pourraient-ils faire d'autres que de rouler pour leurs propres intérêts. Les médias publics, hélas, ne sont pas en position de faire contrepoids parce qu'ils ont eux-mêmes épousé les vues du capital en général pour diverses raisons. Ils sont sous l'emprise de la tutelle étatique. Pour la question des nominations, vous savez que les nominations à la tête de l'audiovisuel public, par exemple, se font soi-disant par le CSA qui ne fait que valider les propositions de l'Élysée. On a en ce moment à la tête de Radio France, par exemple, une certaine Sybille Veil, qui a annoncé récemment, vous avez dû en entendre parler, un plan d'économie de 60 millions d'euros à Radio France, qui pourtant fait des audiences ébouriffantes. C'est un très beau modèle à Radio France, même s'il y a plein d'émissions absolument insupportables. Évidemment, on s'y retrouve assez peu, mais il y a quand même du beau travail aussi à Radio France. Et donc 60 millions d'économies d'ici 2022. Il faut savoir que Sybille Veil, elle était camarade de promo de Macron à l'ENA. Son mari est resté proche de Macron. Elle-même, elle a été conseillère de l'Élysée de 2007 à 2010. Et donc c'est elle qui décide du sort de la radio publique. C'est elle qui va assassiner le service public de la radio pour les raisons que François a parfaitement décrites. D'abord, on appauvrit. Après, on dit, vous avez vu, c'est tout pourri, ça marche pas. Et là, du coup, hop, secteur, évidemment, le privé peut se déployer, développer des modèles extrêmement lucratifs, puisque le champ a été débarrassé des services publics. Ça marche comme ça pour l'audiovisuel, ça marche comme ça pour l'hôpital, pour l'école. C'est toujours la même logique. On appauvrit, on écrabouille, et ensuite le secteur privé arrive pour faire soi-disant de très belles performances. S'agissant des médias, juste pour vous donner un exemple de comment font les médias publics et privés. En 2005, je travaillais à Arrêt sur l'image, ça passait à l'époque sur France 5. On avait travaillé un petit peu sur la question de la couverture médiatique pour le traité constitutionnel européen. Vous vous souvenez, ce fameux TCE, celui pour lequel j'ai confessé tout à l'heure
avoir voté oui dans un moment également. Tu as perdu, mais tu as gagné. Tu as perdu en 2017. Ah ouais, je pense que vraiment, là, on a complètement tout perdu. En fait. Et bien donc à France 5, à l'arrêt sur image, on avait fait, enfin pas moi directement, mais l'équipe d'arrêt sur image avait fait un petit décompte pour voir combien de sujets diffusés dans les JT des différentes chaînes de télévision de l'époque, combien de sujets roulaient pour le oui au TCE. Là, je vous laisse 15 secondes d'hypothèse. Voilà, on était à plus de 95% de sujets pour le oui. Donc, évidemment, que dans un tel paysage médiatique, il est très difficile de forger une contre-opinion. Ça a été tenté, on se souvient que c'est là qu'a émergé Étienne Chouard, puisque lui, il formulait une analyse et un vote en faveur du non au TCE. Alors ça c'est 2005, mais moi je suis enseignante comme ça a été dit tout à l'heure, mon métier en fait c'est j'enseigne dans un BTS audiovisuel dans le 93, j'enseigne l'analyse d'images et plus précisément le décryptage média, donc toute la journée avec mes étudiants je décrypte des JT. Et donc c'est pour vous donner des nouvelles, et ben ça va pas du tout mieux qu'avant. C'est-à-dire que le JT de service public, je ne travaille que sur le JT de France 2, puisque TF1 c'est pas son métier de faire de l'information, son métier c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Donc je travaille uniquement sur les JT de France 2. Et c'est hallucinant, le degré de propagande, ça ne saute pas forcément aux yeux. Il faut regarder attentivement la manière dont est construite la rhétorique d'un reportage pour comprendre que, par exemple, dans un dossier économie dans un JT, ça va s'ouvrir sur économie à présent avec le premier sujet de préoccupation des Français à l'heure actuelle, le pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, on dit ouais, ok, c'est bien préoccupant. Et donc, pour illustrer la question du pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, on ne va pas s'interroger par exemple sur la compression des salaires depuis 1980, le fait que la valeur soit entièrement montée du côté du capital et non plus du tout du côté du travail depuis les années 80. C'est ça qui fait qu'on a vraiment des difficultés de pouvoir d'achat. C'est pas du tout ça. On remonte jamais la chaîne causale dans un JT. Le JT doit avoir un monde sans cause. Donc on filme uniquement les conséquences. Alors par exemple, pour illustrer la baisse du pouvoir d'achat, eh bien on fait une enquête comparative sur les prix dans les enseignes de la grande distribution. Donc vous avez un journaliste qui prend un petit panier, qui va faire ses courses à Auchan puis à Carrefour, qui prend les mêmes produits, des yaourts, du jambon, etc. et qui compare à la fin les additions et factures pour constater qu'en fait c'est à peu près le même coût, même si les enseignes ne font pas leur marge sur les mêmes produits. Et donc la morale de l'histoire, c'est quel que soit votre magasin, le consommateur ne pourra pas toujours trouver les prix les plus bas. Et donc aucune information sur pourquoi j'ai un problème de pouvoir d'achat en termes d'analyse de causalité. Deuxième sujet de ce même JT, les vacances au rabais. Il y a des difficultés de pouvoir d'achat, du coup les gens ne peuvent plus aller dans les stations de ski. Les pauvres, c'est pas grave, ils vont au bord du bassin d'Arcachon. Et là, vous avez 3 minutes au bord du bassin d'Arcachon. Vous voyez des classes moyennes légèrement supérieures qui ont réussi à se payer quand même des vacances. Et donc, on sent que le discours, au moment de ce deuxième sujet, c'est plus tellement c'est la crise, c'est la difficulté, c'est plutôt c'est pas si grave, on peut se démerder parce que le bassin d'Arcachon, c'est joli quand même. Dédramatisation. Et troisième sujet de ce même JT sur les difficultés et la crise économique qui pèse sur les Français, avec une petite transition sur les prix, l'augmentation des prix du pétrole à la pompe, eh bien cette envolée des prix du brut redessine complètement la carte des pays producteurs. Exemple au Canada, où des gisements de sable bitumineux ont permis de créer une nouvelle prospérité. Et là on passe 4 minutes en Alberta, où il y a d'énormes machines qui exploitent les sables bitumineux. Bon, c'est un désastre sur le plan écologique et même sur le plan humanitaire, mais ça n'est évidemment pas dit dans le sujet. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est formidable. Comme maintenant, c'est rentable, ces industries-là, on va pouvoir faire plein de blé. Et donc, quand vous voyez les 3 sujets les uns à la suite des autres, qui étaient censés illustrer la baisse du pouvoir d'achat pour les Français, en fait, le discours, c'est pas vraiment la crise, parce que c'est pas la crise partout. Et vraiment, si vous souffrez, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. De toute façon, ça veut dire qu'il faut traverser la rue. Ou alors l'Atlantique, pour aller faire fortune. En gros, jamais le modèle capitaliste n'est évidemment interrogé, on ne touche jamais au cadre dans les JT. Donc bref, là j'ai trop développé. C'est juste pour vous montrer que les médias, même si ça se voit pas, et même dans le service public, roulent pour le capital. Et de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. Pujadas, par exemple, qui a présenté le JT, le 20h de France 2 pendant des siècles. Il dîne tous les mercredis soirs, un mercredi par mois au dîner du siècle avec tous les gens. Voilà, allez voir bien sûr les nouveaux chiens de garde, le documentaire de Balbas, très Coat.
qui montre très bien la connivence des médias, y compris de services publics, avec les classes dominantes politiques et économiques. Et donc, c'est dans ce genre d'opération de socialisation commune, on dîne ensemble, on ajuste nos buts. Ils ne peuvent pas penser autrement que selon les règles du capital, puisqu'ils vont à l'école avec le capital, ils bouffent avec le capital, ils partent en vacances avec le capital, et donc évidemment, ils roulent pour le capital. Donc, méfiez-vous des médias. On va continuer dans le prolongement de cette question des médias. Effectivement, donc, les médias, je pense que c'est un outil fondamental de préservation du caractère hégémonique du discours européen. Question toute simple, est-ce que vous en voyez d'autres, des truchements par lesquels se perpétue en fait, le caractère un peu hégémonique du discours européiste et en fait, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que en vrai de vrai, si demain on posait la question aux Français, alors modulo effectivement la variable médiatique, est-ce que demain si on posait la question uniquement à la sortie de l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'on serait une majorité à se prononcer en faveur du maintien? Parce que là, notre parti pris est de dire qu'effectivement, à ce stade, le discours européiste, il tient à peu près la route dans le sens où on continue d'être dans l'Union européenne et celle-ci ne semble pas être sérieusement en danger, en tout cas en France. Dans d'autres pays, c'est différent. Mais est-ce que c'est vrai? En première question, du coup, des truchements par lesquels le discours nous est asséné et son efficacité effective. Est-ce que c'est juste une forme d'inertie qui est liée au fait qu'on ne pose jamais vraiment la question frontalement aux gens? Ce qui est assumé, hein. Voilà, Emmanuel Macron, il assume que la question de l'adhésion, du maintien de la France dans le cadre de l'Union européenne ne soit jamais soumis à la délibération démocratique. Est-ce que c'est juste ça qui fait que ça continue, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus profond? Un sentiment européen vraiment fondamental lié à la question de la paix, lié à Erasmus, lié à Ariane, qui d'ailleurs ne sont pas du tout liés à l'Union, lié à Schengen, qui pareil pas du tout lié à l'Union. Bref, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas? Je voudrais juste ajouter une petite chose à l'illustration implacable de Judith sur les médias, c'est que je crois que même si, prenons Pujadas, puisque j'avais cet exemple, en admettant que Pujadas ne dîne jamais avec le capital, ne va jamais au repas du siècle, vraiment soit jamais physiquement dans la même pièce qu'un grand capitaliste. Et je crois qu'il servirait exactement la même doxa. Je crois que c'est toujours une petite nuance qu'il faut apporter, bien sûr, qu'il y a une mainmise qui va bien décrite et elle est réelle. C'est ce que Augustin disait quand il s'est fait virer Globes, on dit toujours en fait qu'il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas des gens de pouvoir qui passent des coups de fil aux journalistes ou aux rédacteurs chefs. En fait, si, il y a des coups de fil, il y a des lignes directes. Mais il faut toujours insister sur le fait que, évidemment, le fait est structurel aussi, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas de coup de fil, je pense que quelqu'un comme Sonia De Villers, je pense à elle parce que je trouve que c'est vraiment. Enfin, elle fait une émission sur France Inter à 9h, il y a l'instant média, ou 10h, je sais plus. Il paraît vraiment, la voix du pouvoir. Je pense qu'elle serait très mécontente que je m'entende dire ça, mais je crois qu'elle. Vraiment, elle le fait parce qu'elle est constituée comme ça. Et donc, elle est constituée comme ça par son appartenance à une certaine classe, pas forcément très haute classe d'ailleurs, mais enfin, une certaine. Donc, évidemment, je ne fais que compléter ce que dit Judith. Je pense que c'est quand même important de le dire. Alors, maintenant, sur l'imprégnation, sur le fait que, oui, moi je crois que si on demandait, on faisait un sondage véritable ou un référendum sur êtes-vous pour ou contre la sortie de l'Union européenne et donc la sortie de l'euro, enfin, je veux dire, les deux choses sont relativement indécouplables. La réponse serait non. La réponse serait non, hélas. Preuve en est d'ailleurs le fait que des partis politiques, y compris par exemple le Rassemblement National, l'ex-Front National, qui finalement a reculé sur cette question-là, s'entend bien et à juste titre que même son électorat, lui, était quand même un peu réfractaire à la sortie de l'euro. Ce qui serait aussi l'origine probablement d'un certain nombre de zigzags et de sinuosités des insoumis sur cette question-là, le plan B, le plan A, le plan C. Bon. Parce qu'on voit bien que, on fait tous le constat, que je pense qu'on est quand même une minorité à être assez bien disposée devant l'hypothèse de la sortie de l'euro. Alors pourquoi cette peur? On a déjà tout à l'heure parlé de la peur de l'inconnu. Moi je pense qu'effectivement elle est d'autant plus forte qu'on a quelque chose à perdre, comme je le soufflais à Judith précédemment. Donc peut-être qu'on est encore un pays trop cossu, trop reculé, nous sommes encore trop dans ce pays à avoir des choses à perdre en termes de capital, en termes de richesse, en termes de biens immobiliers, en termes de biens tout court, peut-être, de sorte qu'on puisse avoir peur effectivement du risque d'inflation que ça poserait. Et puis, effectivement, la sortie de l'euro serait, je crois que Frédéric Lordon, qui
quelqu'un très sérieux et très conséquent sur cette question et très favorable à la sortie de l'euro, n'a jamais fait mystère du fait que ça serait quand même compliqué, que ça serait quand même une sacrée déstabilisation. Donc, bon, bah oui, on n'est visiblement pas dans la psyché collective quelque chose de réfractaire à faire ce grand saut. Après, effectivement, il y a eu la propagande qu'a écrit Julie, mais qui est aussi passée par l'école. Je me souviens, j'ai 48 ans, pendant très 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 longtemps, la façon dont on nous parlait de l'Europe à l'école, donc dans les années 80, quand j'étais au lycée et même un peu après, c'était vraiment, enfin c'était même pas quelque chose, un objet de discussion, c'était un fait établi, un fait historique irréversible. Nous en étions à l'époque à la CEE, Communauté économique européenne, nous allions aller vers la monnaie unique, c'était déjà à l'horizon. Et c'était un peu l'air qu'on respirait. C'était une stratégie de propagande bourgeoise bien connue, qui consiste toujours à naturaliser le culturel, ou à naturaliser la construction historique et à la donner pour un acquis définitif et presque de tout temps. Et vraiment, moi, qui faisais feu de tout bois en termes de critique quand j'étais adolescent, s'il y a bien un truc que je ne remettais jamais en cause, c'était bien l'Europe. Alors je voyais bien que ça marchait pas bien, qu'il y aurait plein de choses à dire, et qu'il faudrait faire une Europe sociale, enfin voilà, j'étais dans ce genre de discours. Mais donc, pour dire que même un petit agité comme moi, gauchiste, avait lui-même imprégné totalement l'idée que l'Europe était un horizon définitif, quoi. Donc il faut bien voir quand même. C'est-à-dire que c'était d'autant plus une propagande sournoise et efficace qu'elle était finalement très soft, quoi. C'était même pas du soft power, c'était vraiment. C'était déversé comme une évidence, quoi. C'était évident, c'était là, c'était là. Bon, alors j'en viens à la paix maintenant pour. Je crois que c'est un argument massif, effectivement. L'Europe a permis la paix. Et de fait, il y a, disons, pour le moins une coïncidence entre le fait que notre continent n'a plus connu de guerre, effectivement, le continent n'a plus connu de guerre depuis la création du marché à l'exception notable de l'ex-Yougoslavie, mais dont on pourrait dire qu'elle ne concernait pas encore des pays qui étaient eux-mêmes intégrés, donc bon, je les dirais moyen. Mais de toute façon, premièrement, la coïncidence temporelle n'a jamais valu causalité. C'est pas parce que la coïncidence temporelle entre un certain état de paix du continent et la construction européenne qu'il y aurait un rapport de cause à effet entre les deux. Ça reste à démontrer. Deuxièmement, de quoi est-ce qu'on parle quand on dit que notre continent est en paix? Qu'est-ce qu'ont fait les pays européens, en fait, depuis 60 ans? Les pays européens, depuis 60 ans, ont définitivement décidé de délocaliser la guerre. C'est-à-dire que nous n'avons fait que déporter les théâtres d'opération. Toutes les guerres, celles qui agitent continuellement le Moyen-Orient depuis à peu près la même période et même un peu avant, sont des guerres où les Occidentaux sont impliqués pour le moins. Je n'irai pas jusqu'à dire, parce que c'est un sujet à caution et à longue discussion, ils en sont les principaux instigateurs et les principaux fauteurs, et notamment, a fortiori, les États-Unis, pour parler du bloc occidental. Ce serait un long débat, mais pour le moins, on peut dire qu'ils sont impliqués à peu près dans tous ces conflits. Ils en sont souvent les fournisseurs d'armes, et davantage que ça encore. On pourrait très bien lire le conflit syrien comme finalement une guerre froide qui continue, qui dit pas son nom entre les Russes et les États-Unis, doublée par des conflits plus régionaux. Et il se trouve que la France est engagée auprès des États-Unis. Donc on pourrait dire, pour résumer, qu'en gros, la paix que nous gagnons grâce, soi-disant, à l'Union européenne, la paix sur notre sol que nous gagnons, se paye du prix de guerre menée ailleurs sous l'égide de l'OTAN. C'est un drôle de paradoxe quand on nous sert toujours le discours comme quoi la construction européenne a d'abord eu pour vocation de nous rendre indépendants par rapport aux États-Unis. C'est aussi tout à fait discutable, mais c'est un argument aussi massue aussi. Rendons-nous forts, construisons un grand marché qui puisse rivaliser avec les États-Unis, les Chinois et autres puissances économiques majeures. Donc, premièrement, quand on parle de paix, il faudrait vraiment discuter sur le fait que nous soyons véritablement en état de paix. Et puis, deuxièmement, cette idée, cette idéologie, cette femme idéologique, encore une fois, que l'Europe sert la paix, n'est que l'ersatz d'une vieille croyance bourgeoise, d'une vieille fable idéologique bourgeoise et d'une vieille fable libérale à proprement parler, qui date de très loin, et à laquelle s'accrochent encore beaucoup de bourgeois. À savoir que, et on verra que le tropisme commerçant se réinvente dans l'affaire, c'est ce que Montesquieu, qui est un penseur libéral fondamentalement, on pourrait presque dire un penseur libéral au sens noble, là où le libéralisme a été une pensée véritablement progressiste, au moins au XVIIIe siècle. C'est ce que Montesquieu appelle le doux commerce, l'idée que reprendra Voltaire et que reprennent à peu près tous les philosophes libéraux,
quand des États font du commerce ensemble, ils ne se font pas la guerre. Donc organisons le commerce mondial et donc nous supprimons la guerre. Tout simplement, c'était une espèce d'acte de foi libéral, très sincère, je crois, à l'époque, dans l'esprit de Montesquieu. Donc le commerce est tout. Bon, alors évidemment, on voit bien que les siècles ont absolument apporté un démenti glaçant à ce présupposé. On sait bien qu'il suffit de creuser toujours pour n'importe quelle zone de conflit ce que pourraient être les ressorts de cette conflictualité guerrière. Bon, on y trouve toujours des raisons économiques. On voit bien que la guerre est très souvent le commerce continue par d'autres moyens, et qu'inversement, on va dire que le commerce et la guerre continuent par d'autres moyens. Tout ça, ça se touche, et qu'il y a au contraire une espèce de fusion tout à fait spectaculaire entre l'avènement du libre-échange et la multiplication des foyers de guerre. Donc cette idée que l'espace du marché commun, comme on use pu dire, nous préserverait de la guerre. Et là-dessus, je renverrai pour finir sur ce point, en tout cas, aux travaux que j'ai découverts assez récemment. D'ailleurs, je dois avouer de Annie Lebrun-Ries, qui est une historienne stalinienne à ses orgues, avec le charme du stalinisme, je dirais. Un petit charme du stalinisme. Moi, en tout cas, ça me le fait toujours un peu. Bon, voilà, on n'est pas obligé de la prendre pour parole d'évangile, mais je crois que c'est une histoire sérieuse qui se réfère religieusement aux archives et qui a beaucoup travaillé sur les connivences entre le capitalisme allemand et le capitalisme français, notamment dans les années 30. Comment il y a des alliances d'intérêts, il y a des capitaux qui fusionnent, et bon, c'est une preuve parmi d'autres, parce que les années 30, ça pourrait être une autre décennie, que deux pays peuvent très bien, les capitalistes de deux pays peuvent tout à fait faire commerce ensemble et se faire la guerre 10 ans plus tard, quand le système d'alliance économique a changé, quand il devient plus intéressant pour tel capitaliste de s'unir plutôt avec tel autre. Donc les alliances commerciales sont parfaitement réversibles. Alors, Annie Lebrun-Ries va un peu plus loin, puisque c'est une radicale, et elle va même jusqu'à dire que d'une certaine manière, les capitalistes français et allemands, en tout cas le grand capital français de l'époque, les maîtres de forge, etc., et le grand capitalisme allemand se sont presque entendus pour lancer leur pays, se faire la guerre l'un contre l'autre, de sorte que ça puisse relancer la croissance, relancer leurs affaires, en tout cas faire fructifier les choses. On sait très bien que globalement, quand même, pour une part, les deux guerres mondiales qu'on a pu connaître au XXe siècle ont quand même en partie sauvé le capitalisme, qui était tout à fait valorisant, notamment dans les années 30. Alors, il ne s'agit pas de considérer que c'est une hypothèse univoque, évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, les déclenchements de guerre, il y a même des choses parfois très aléatoires et très contingentes qui font qu'on en arrive à la guerre, c'est notamment le cas du déclenchement de la guerre 14. Mais on regarde bien, et ça sera de nouveau la preuve que pour le moins, à minima, on peut dire que des concentrations de capitaux transnationaux, comme il en arrive, il y a des grandes firmes transnationales, multinationales qui se créent, n'ont jamais été un antidote ou comme une immunité ou un vaccin ou une sûre méthode de conjurer les déclarations de guerre. Donc, effectivement, cette fable est absolument une fable, et pourtant elle opère. Voilà, ça fait partie de ces grandes fables du corps social qui arrivent à opérer, parce que je pense que, même si je crois, quand on dit par exemple, on dit souvent que les vieux votent toujours en faveur des partis pro-européens, peut-être qu'ils sont tout à fait réfractaires, ils ont des seniors, on les appelle comme ça, troisième âge, des gens qui auraient plus de 60-70 ans, sont tout à fait réfractaires à la sortie de l'euro, c'est ce qui se vérifie effectivement dans tous les sondages, et on dit en général que c'est parce que c'est des gens qui se souviennent encore du deuxième conflit. Bon, alors je pense que ça va être quand même de moins en moins vrai, parce que les gens de 70 ans maintenant, ils n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, ils ont peut-être connu effectivement les ruines, le reliquat de ruines dans les années 50-60, mais j'ai un peu des doutes. Moi, je reviendrai plutôt à mon hypothèse, à savoir que si les vieux sont réfractaires à la sortie de l'Union européenne, c'est parce que ce sont eux qui détiennent le patrimoine, ce sont eux les rentiers. C'est eux qui ont absolument tout à perdre à une éventuelle inflation que produirait la sortie de l'euro. Donc ce qui me permet peut-être de relativiser, je ne sais pas si, en fait, c'est une question, je ne sais pas si l'argument de la paix est aussi opérant que ça dans l'adhésion persistante de la majorité à l'Union européenne. Je ne sais pas. Sur les différents truchements et sur la question de l'adhésion effective du corps social dans son ensemble. Alors, comme toujours dans le prolongement de ce qu'a dit François, qu'a mis l'accent sur les guerres au sens militaire,
qui ont été déportés en effet sur des territoires lointains, nous donnant l'illusion que l'Europe, quant à elle, est préservée de la guerre. Alors il faut faire attention car ce faisant, elle s'est livrée elle-même à des guerres économiques d'une très grande violence. L'Europe n'est pas du tout homogène, elle est composée d'un centre et d'une périphérie. Et en fait, l'Union européenne fonctionne comme une machine en fait, à extraire de la plus-value en appauvrissant les pays de la périphérie par les pays du centre, en quelque sorte. Hein. Il y a l'hégémon allemand qui tire sa prospérité de l'appauvrissement des pays de la périphérie, ceux qu'on a appelés un temps les pigs, pour Portugal, Irlande, Grèce et Espagne. Pigs, hein, on les a appelés pigs, vous entendez la cochonnerie qu'il y a à qualifier des États, quand même, des États souverains, d'un vocable aussi méprisant. Et ça me permet de pointer, en fait, cette sorte de néo-racisme intra-européen qui se déploie sous couvert de l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la démocratie, etc. En réalité, c'est une machine de guerre assez redoutable qui permet à certaines économies du centre donc, de tirer le grand profit de la prédation des pays de la périphérie. La Grèce, en 2015, a été absolument agenouillée par la Troïka, qui ne faisait qu'appliquer les règles de l'Union européenne, et elle a ensuite constitué une sorte de terrain de jeu pour le capital, notamment le capital allemand, mais pas seulement. Alors attention, quand je parle du capital allemand, je parle bien du capital allemand, pas des travailleurs allemands. Attention au risque de bande xénophobe qu'il pourrait y avoir dans ce type d'analyse. Les travailleurs allemands ont payé un prix très très lourd hein, pour la construction de l'Union européenne. Leurs salaires ont été maintenus à des taux très bas, et donc c'est le capital allemand qui profite bien sûr de l'appauvrissement de la périphérie, et non pas l'Allemagne en général. Il ne s'agit pas de lancer un énième conflit contre l'Allemagne. Alors en ouvrant sur cette question du néo-racisme qui se développe à l'intérieur de l'Union européenne, ça me permet de développer un tout petit peu sur la question du racisme, parce que tout à l'heure tu posais cette question de mais c'est quoi qui fait que ça tient l'Union européenne? Est-ce qu'aujourd'hui les gens continueraient de dire oui on reste? Est-ce que les gens se sentent européens? Alors je crois malheureusement que sur fond raciste, oui. Les gens se sentent européens dans le sens où ils s'éprouvent globalement blancs par rapport à un reste du monde, à une périphérie de la Schengen, où c'est pas blanc, et donc quand ça meurt au fond de la Méditerranée, c'est pas grave, et on compte pas les morts. Ne pas compter les morts. Ne pas compter les morts qu'on fait. Hein, quand on bombarde, bon, alors là c'est un on très très large, un on occidental, quand on bombarde en Irak, par exemple, quand on bombarde en Syrie, on compte pas les morts qu'on fait. Hein. Comment ça se fait qu'on compte pas ces morts-là? Sinon, sur la base d'une sorte d'intuition absolument épouvantable, qui est que ça compte moins, puisque c'est pas des blancs. Je suis désolée de dire les choses de manière aussi brutale, hein, mais je pense que s'il y a un sentiment européen à l'heure actuelle, c'est malheureusement un sentiment assez raciste, c'est le sentiment d'une blanchité. C'est même pas un sentiment, c'est à peine une intuition, c'est très confus, ça ne se formule pas comme ça, bien sûr. D'ailleurs, la notion même de blanchité est récusée par les élites blanches, qui ne se perçoivent pas comme blanches, hein, elles se perçoivent toujours comme universelles et colorblind et formées sans couleur. Donc je crois malheureusement qu'il y a une sorte de sentiment européen qui est confusément un sentiment de la blanchité qui est légitime à dominer, à exploiter les pays de sa périphérie, donc la périphérie intra-européenne et ensuite la périphérie extra-européenne. Ce racisme, il est bien sûr alimenté par des éditocrates très en vue, qui ont des tribunes dans les médias que j'évoquais tout à l'heure et qui peuvent diffuser à longueur d'onde des discours qui sont racistes, des discours qui sont islamophobes, dans une sorte d'impunité tout à fait spectaculaire, où ça passe comme une lettre à la poste, c'est pas grave. Je crois bien malheureusement que voilà ce qu'il reste aujourd'hui du sentiment européen, c'est cette chose très sale, mal formulée, qui est le sentiment d'une blanchité fondée à dominer les non-blancs. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a des choses très importantes. Et justement, du coup, pour ouvrir sur l'échange avec tout le monde, moi je voulais juste vous poser une dernière question. On a pas beaucoup débordé, je ne sais pas ça va, de toute façon, il n'y a personne qui va nous dehors. La question elle est simple. Une dernière question qui va pouvoir le débat, c'est sur la question de qu'est-ce qu'on fait de ce récit? Est-ce qu'on construit un contre-récit
parce que j'ai lu typiquement Frédéric Lordon avant les élections européennes, qui a appelé du coup à tendre une main à cette gauche un peu, alors européiste mais pas trop, en construisant une alternative qui parle à leur envie. Alors je ne vais pas reprendre le truc de Luxman, la Ronde d'Europe, mais on voit de quoi on parle, c'est-à-dire que finalement, Frédéric Lordon perçoit que dans notre camp, il y a des gens à qui il faut parler. Il y a des gens qui continuent à ne pas adhérer à une analyse radicalement anti-eux. Et à ces gens-là, est-ce qu'il faut offrir un récit alternatif européen, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à dénoncer le caractère fondamentalement raciste, qui s'inscrit d'ailleurs totalement dans la rhétorique sur les civilisations, etc., sur lequel s'appuie l'Union européenne. Est-ce que, quelle serait la stratégie, du moins rhétorique, qu'on pourrait adopter? Et après, du coup, alors juste pour les échanges avec les gens, je ne sais pas si vous préférez venir là, parce qu'il y a un côté si vous préférez juste vous lever et parler, on s'entend, non? Ah ouais, non, Venir là, c'est mais là, il faut citer un problème on met une note et après on va discuter. Moi, je vais être vachement court donc, sur ta question, parce que là, on rentre dans les zones, je dirais, je pense que la sortie de Lordon là-dessus est évidemment tactique. Voilà, alliance objective, alliance provisoire avec des gens avec lesquels il a rompu dans les parties idéologiques, enfin philosophiques plutôt même, parce que c'est un débat très intéressant quand même. Il n'y a pas de camp débile dans cette affaire, entre la gauche qui garde une certaine sympathie pour l'idée européenne, malgré tout. Et c'est vrai que fondamentalement, et vraiment, ça me permettra d'adhérer pleinement à ce que vient de dire Judith, parce que je crois que le fait, d'ailleurs, il y a le maître mot de ce que tu as écrit, Judith. Tu sais, c'est quand les types se mettent à parler de civilisation. Ils ne vont pas dire race, bien sûr, ils ne vont pas dire blanchité, ils vont un peu parler d'identité européenne. Donc là, déjà, là, ça commence à. Et puis, la civilisation, c'est bien ça qui désigne. Hein, c'est pas autre chose. Et je ne vois pas, honnêtement, autant je peux tout à fait comprendre que quelqu'un, disons, qui aurait comme ça une sorte de tempérament internationaliste, comme on dit, soit toujours réfractaire à l'idée même de souveraineté nationale et qu'on puisse lutter et solliciter, je dirais, la force des classes populaires pour obtenir la souveraineté populaire. Je comprends pourquoi, je comprends psychologiquement, j'ai envie de dire. Je ne comprends pas, enfin, je ne suis pas d'accord avec cette position-là, mais je comprends que quelqu'un qui a été percé par... Je comprendrais beaucoup plus mal que ce tempérament internationaliste se donne pour espace, comme paysage mental, l'Europe. Je ne vois pas la pertinence de ce truc, si ce n'est ce que disait Julie, en faisant parler des tristes cibles. Sur le mode, il y aurait une identité européenne qui serait forcément une identité blanche, et qui d'ailleurs serait aussi une identité, je dirais, chrétienne. Hein, donc, la grande alliance, j'entendais des gens d'extrême droite parler de ça récemment, des intellectuels d'extrême droite parler de la grande alliance, enfin, la grande réconciliation entre les orthodoxes et les catholiques. Justement, ils en sont là, les types, dans les constructions mentales, quoi. Donc on voit. Et je ne vois pas, nous qui ne sommes pas dans ce genre d'imaginaire, je ne vois pas en quoi l'espace européen est pertinent comme espace de pensée ou comme espace de communauté internationale. Je ne vois pas pourquoi la France ferait plus d'échanges avec la République arabe qu'avec le Maroc, ou même avec la Colombie, pour tout dire. Enfin, tu vois, je ne vois pas exactement le... Donc, je comprends la malice tactique de Frédéric quand il dit ça. Je ne vois pas quel contenu réel on pourrait lui donner, en fait. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Ouais, une fausse bonne idée. Du coup, finis ta question. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou il faut creuser ce truc-là de pouvoir construire un récit alternatif européen? Ouais. Non, alors moi, là, pour le coup, je serais vraiment sur la même ligne que François. C'est-à-dire, je pense qu'il est beaucoup plus juste politiquement de se revendiquer de l'internationalisme. Moi, j'y tiens en faisant entendre, à la suite de Frédéric Lordon, que dans l'internationalisme, il y a nation. C'est-à-dire, c'est pas parce que on décide de conjuguer, créer des partenariats, des alliances, que du coup on abolit totalement le principe d'une nation, bien sûr non pas entendue comme une sorte de référence à une ethnie commune, la nation du passé, quoi, mais la nation comme projet, celle qu'a défendue Robespierre, enfin la Révolution française a proposé une certaine idée de la nation qui n'est pas une référence ethnique vers le passé, mais qui est l'idée d'un projet
social commun projeté dans le futur. Donc, on peut très bien penser à un internationalisme qui ne se donne pas spécialement les contours européens, parce qu'effectivement, tout de suite, c'est un peu suspect de vouloir se donner des contours un peu blancs chrétiens. Pourquoi on aurait plus de projets à construire ensemble avec des soi-disant semblables? Pourquoi on aurait plus de projets que par-delà la Méditerranée, avec le Maghreb, alors qu'on est culturellement extrêmement, enfin historiquement très très proche de ces cultures, et pour des raisons d'ailleurs historiquement sordides liées à la colonisation. Donc il faudrait réparer un petit peu ce passé-là, en moins des alliances émancipatrices et non pas des alliances d'exploitation, évidemment. Donc voilà, moi je ne suis pas tellement pour des stratégies de trouver des syntagmes avec le mot Europe dedans, mais plutôt revendiquer l'internationalisme, revenir à ce projet-là. Et l'internationalisme, c'est pas le renoncement au principe de la souveraineté populaire. L'internationalisme, c'est des associations de nations conçues comme des espaces où le peuple est souverain. Voilà. Parfait.